Nous allons commencer maintenant à expliquer le chapitre 6 qui nous parle sur le mouvement brownien. Brown a découvert que les molécules d'un gaz sont en état de mouvement perpétuel, aléatoire, c'est-à-dire un mouvement dans toutes les directions. Ce mouvement est appelé mouvement translatoire. Alors, le mouvement des molécules d'un solide, ce mouvement est vibratoire. Mais le mouvement des molécules d'un liquide est vibratoire et translatoire. Nous avons une simple expérience à expliquer. Si on peut passer de la fumée qui vient d'une bougie à l'intérieur d'une boîte en verre, en éclairant fortement la boîte, alors si on éclaire fortement la boîte à l'aide d'un microscope, on peut voir que les particules de carbone se déplacent dans toutes les directions avec un mouvement aléatoire. Maintenant, nous allons expliquer une expérience qui montre la présence des espaces intermoléculaires et prouver que les molécules de gaz se déplacent dans toutes les directions. Si nous avons un cylindre rempli de gaz ammoniaque et ce cylindre est placé sur un autre cylindre rempli de chlorure d'hydrogène, on remarque la formation d'une fumée blanche car gaz ammoniaque NH3 plus chlorure d'hydrogène HCl nous donne un composé nommé chlorure d'ammonium et la fumée blanche de chlorure d'ammonium remplit les deux cylindres. Malgré que, comme interprétation, on peut dire que malgré que la masse volumique ρHCl, c'est-à-dire la masse volumique du chlorure d'hydrogène est plus grande que la masse volumique du gaz ammoniaque NH3, on remarque que les molécules de HCl se propagent vers le haut et traversent les espaces intermoléculaires qui se trouvent entre les molécules du gaz ammoniaque. Les molécules du gaz ammoniaque se propagent vers le bas et traversent les espaces intermoléculaires entre les molécules de HCl. Les deux genres de molécules s'unissent ensemble et forment le NH4Cl. Et le NH4Cl se propage et remplit le récipient inférieur et le récipient supérieur. Nous voulons expliquer un nouveau sujet qui nous parle sur la loi des gaz. Je considère que j'ai trois variables, volume, pression et température. Et nous allons étudier la relation entre deux de ces variables. Alors, si nous voulons étudier la relation entre le volume et la pression, on doit considérer que la température est constante. Cette relation nous énonce la loi de Boyle. Et puis, si nous voulons discuter la relation entre le volume et la température, troisième variable, c'est la pression, sera constante. Alors, ces deux variables, volume et température, nous énoncent la loi de Charles. Et numéro 3, la relation entre la pression et la température, tout volume constant, la relation entre pression et température nous énonce la loi de la pression. Alors, la loi de Boyle explique la relation entre le volume et la pression d'un gaz à température constante. Nous avons sur la figure devant nous un tube en caoutchouc à deux branches et les deux extrémités de ce tube sont reliées chacune à un autre tube en verre. Alors, le tube en caoutchouc, on va le remplir de mercure et puis il y a l'extrémité d'un tube est reliée en verre et le tube est muni d'un robinet air. Mais l'autre extrémité est reliée à un tube ouvert à l'air. Alors, il est influencé par la pression atmosphérique. Et aussi, nous allons mettre une règle graduée pour mesurer la hauteur du mercure dans les deux branches.
Après qu'on réalise l'appareil de la figure, nous allons fermer le robinet et on mesure le volume V1 de l'air emprisonné. Le volume V1 de l'air emprisonné, sa pression est égale à la pression atmosphérique. Alors, P1 égale P atmosphère. Puis nous allons relever le tube B et on mesure aussi le volume V2. Le volume V2 sera égal, on mesure le volume V2 et puis aussi on mesure la pression P2. La pression P2 est égale à la pression atmosphérique plus HH, c'est la hauteur de la différence de hauteur entre les deux tubes A et B. Et si on relève vers le haut davantage le tube B et on mesure V3 et P3. Alors, si on abaisse maintenant le tube B au-dessous de sa valeur initiale et on mesure V4, on remarque que P4 sera égal à la pression atmosphérique moins H. Car la hauteur de la colonne de mercure dans le tube B sera inférieure à la hauteur de la colonne de mercure dans le tube A. Si on répète les mêmes étapes plusieurs fois, puis on trace la relation graphique entre V et 1 sur P, on va remarquer que la relation graphique nous donne une ligne droite. Vous avez sur la relation graphique devant vous, si on décide la relation entre V et 1 sur P, on obtient une ligne droite. D'où on peut dire que V est égal à constante fois 1 sur P. C'est-à-dire que P fois V est égal à valeur constante. C'est-à-dire que P1 V1 est égal à P2 V2. Alors on peut énoncer la loi de Boyle qui dit à une température constante et pour une même masse de gaz, le volume est inversement proportionnel à la pression. Ou bien on peut l'énoncer d'une autre façon en disant qu'à une température constante et pour une même masse de gaz, le produit du volume par la pression est constant. Maintenant, avant d'énoncer la loi de Charles, nous devons montrer que les volumes égaux de gaz différents se dilatent également pour une même élévation de température si la pression est constante. Alors, pour expliquer cette expérience, nous avons deux flacons de même volume. On remplit le premier d'oxygène et le second de gaz carbonique. Et on met les deux flacons dans un bassin contenant de l'eau. Et il y a un tube plié à angle droit qui sort de chaque flacon et contenant un index de mercure. Si on ajoute dans le bassin une quantité d'eau chaude, on remarque que les deux index de mercure se déplacent également. Alors on peut conclure que les volumes égaux des gaz différents, sous pression constante, ces deux volumes ou bien ces deux gaz se dilatent également pour une même élévation de température. Comme conclusion, nous voulons savoir quels sont les facteurs dont dépend delta V sous pression constante. Delta V, c'est-à-dire la variation du volume. On remarque que delta V est directement proportionnel avec V0. V0, c'est le volume initial du gaz à 0 degré Celsius. Et aussi delta V est directement proportionnel à delta T. Delta T, c'est l'élévation des températures. Donc, on peut dire que delta V est directement proportionnel avec V0 fois delta T. Donc, delta V est égal à la valeur constante V0 fois delta T. Cette valeur constante est appelée le coefficient de dilatation thermique d'un gaz sous pression constante et on donne comme symbole à ce coefficient alpha. Donc, alpha V est égal à delta V sur V0 fois delta T. Delta V, c'est V à 100 moins V à 0 sur V0, toujours le volume initial à 0 degré Celsius, fois delta T, c'est 100 moins 0, ça dit. Ce rapport est égal à 1 sur 273 Kelvin moins.
Donc, le coefficient de dilatation thermique d'un gaz sous pression constante, c'est l'augmentation de l'unité de volume d'un gaz à 0 degré Celsius lorsque sa température s'élève de 1 degré Celsius sous pression constante, ou bien de T degrés Celsius sous pression constante. Sur la figure que nous avons devant nous, nous avons un tube capillaire contenant un certain volume de gaz, et puis il y a un index de mercure qui surmonte ce volume de gaz. Alors, ce tube capillaire est entouré d'une enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, c'est-à-dire que le tube est entouré par de la glace filée. Alors, on peut déterminer le volume à 0 degré Celsius. Le volume, connaissant que le volume est égal à R fois longueur, l'aire de section du tube est uniforme, alors le volume est directement proportionnel avec la longueur de la colonne d'air ou bien de gaz. Alors, on peut dire que V0 est égal à A fois L de 0. Puis, on enlève la glace filée et nous avons deux ouvertures, une en haut et l'autre en bas. On fait l'entrée de la vapeur d'eau en haut et en bas l'ouverture sert à la sortie de la vapeur d'eau et on peut calculer le volume du gaz enfermé à 100 degrés car la vapeur d'eau sera à 100. Alors V100 est égal à A, toujours l'aire de section du tube est uniforme multiplié par L0, donc V100 est directement proportionnel avec L0. À partir de ces deux relations, on peut déterminer le coefficient de dilatation thermique alpha qui sera égal à V100 moins V0 sur V0 fois 100, c'est-à-dire L100 moins L0 sur L0 fois 100. On trouve que alpha, coefficient de dilatation thermique pour tous les gaz est égal à 1 sur 260. Alors, on peut maintenant énoncer la loi de Charles. À pression constante et pour une même masse de gaz, le volume du gaz augmente de 1 sur 273 de son volume initial à 0 degré Celsius pour chaque élévation de 1 degré Celsius de sa température.